Vraiment de redonner, de recontextualiser l'histoire sur une date dont on parle peu et qui fait partie tout de même de l'histoire, notamment sur ces relations franco-algériennes. Je rappelle qu'en fin de soirée, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, à la rencontre de nos invités. Samir Ougargouz, bonsoir, ça va être à vous. Vous allez aussi, alors, Hassan Nazaroui, vous avez fait 21 minutes, vous allez avoir 20 minutes chacun, et moi, vous comprendrez bien que à un moment donné, je devrais vous arrêter. Malheureusement, j'ai envie de dire, mais on pourra vous retrouver ultérieurement. Samir Ougargouz, vous êtes juriste fondateur Défense des droits, c'est à vous. Bonsoir, bonsoir c'est Hassan, bonsoir Abdelrahim, bonsoir à l'assistance d'être venus aussi nombreux, et bonsoir aux organisateurs, à l'UNEF et à l'UEAF d'avoir organisé ce meeting avec l'ensemble des étudiants. Donc moi je vais être plutôt bref, assez succinct, et on laissera un peu plus de temps vers la fin pour que ça puisse être un peu plus interactif avec le public, parce que je n'ai pas la prétention de pouvoir vous apprendre quoi que ce soit, donc on fera quelque chose d'interactif, un échange pour essayer de répondre à un minimum d'interrogations qui peuvent se poser dans vos têtes. Voilà. Donc, c'est Hassan, on va ramener un peu plus de pondérance, de mesure au débat, hein, et un peu moins de passion. D'accord? Voilà, donc moi je me présente, je m'appelle Samir Ougargouz, j'ai plusieurs casquettes. Je suis déjà consultant auprès de l'UNITAR, c'est une antenne des Nations Unies à Genève. On s'occupe de cadres de formation pour les hauts fonctionnaires des Nations Unies et des diplomates. Et je suis chef d'entreprise, donc j'ai plusieurs sociétés dans le domaine de la création de logiciels, et en particulier de logiciels appliqués au monde du droit. Voilà, donc je parle sous ton contrôle, Kamel, qui est mes employés, et Kaina également, qui sont juristes avec lesquels on travaille, ce sont mes collaborateurs. Voilà, donc je suis également le créateur de la plateforme juridique défendresedroits.com. C'est une plateforme juridique qui est destinée avant tout à la création de sociétés en ligne, qui permet à tout un chacun de pouvoir créer une société, modifier ses statuts en ligne, qu'il soit de Marseille, qu'il soit en Algérie ou bien qu'il soit de Paris, et qui en particulier, donc je tiens à le préciser pour les étudiants, qui permettent d'accomplir un changement de statut directement online, avec une possibilité donc de dématérialisation de l'ensemble de vos actes, que ce soit dans le cadre des statuts, du projet de présentation de société, ou dans le cadre de la rédaction du bilan prévisionnel. Donc défendre ses droits. Pourquoi défendre ses droits? Donc c'est pour faire un parallèle avec votre intervention, Monsieur Zahraoui. Hein, c'est que les droits, c'est sacré. Déjà, pour pouvoir les défendre, il faut d'abord les connaître. Il faut être déjà également en mesure de vouloir les faire reconnaître, et pour qu'ils soient effectifs, de mettre en branle des synergies pour pouvoir aller les revendiquer. Et bon, voilà, c'est un nom de domaine que j'avais acquis en 2011, dans le cadre bien après mes études. Et si j'ai créé ce nom de domaine, donc, et créé cette plateforme, c'était peut-être dans une certaine mesure, peut-être un acte militant, ou un acte visant à pousser les gens à aller au-devant et de se lever et d'aller défendre leurs droits. Ça sonne un peu associatif, effectivement, je le reconnais. Mais voilà, donc si j'ai fait du droit, c'est peut-être qu'avant tout, il y avait peut-être déjà, de manière sous-jacente, une volonté, non pas une passion au début, mais une volonté de se dire, par rapport à ce que vous disiez, Sersen, une volonté déjà un constat de discrimination flagrante par rapport à nos aînés, mais également par rapport à l'éducation qu'on a eue. Moi, je suis né personnellement en France, par rapport à l'éducation qu'on a eue ici, et par rapport aux institutions, par rapport à tout un tas de comportements qu'on a bien pu rencontrer dans le cadre de notre éducation, de notre jeunesse, et par rapport à des discriminations qu'on a bien pu connaître nous-mêmes ou par personnes interposées, ou dans le cadre des personnes qu'on rencontrait, des aînés, tels que dans le cadre de ma vie ici en France. Voilà, donc ce qui peut déjà, pour revenir au sujet qui nous importe aujourd'hui, c'était le sujet, me semble-t-il, Abdelrahim, je parle sous ton contrôle du statut des étudiants algériens
ou des étudiants étrangers en règle générale en France. C'est un sujet qui est assez large et auquel il sera difficile de répondre dans le détail, vu que les situations de tout un chacun sont différentes, mais on essaiera de dresser un tableau assez général pour que chacun puisse s'y retrouver, et si vous voulez bien, en fin d'intervention, avec l'intervention de Jean Taquet également, qui va bientôt arriver, et après celle d'Abdelrahim, avec lequel on pourra discuter et pour avoir une discussion interactive. Donc, au niveau du changement de statut, je ne sais pas. En fait, je peux vous parler, mais je ne sais pas quelles sont réellement les attentes des spectateurs ou des téléspectateurs, si on puisse s'exprimer ainsi. Donc, on va passer dans le général. Donc, tout étudiant qui vient en France, extra-européen, à un moment donné, donc il reçoit un titre, de prime abord, reçoit un titre étudiant, qui lui permet déjà de pouvoir étudier ici et de mener à bien ses études. Suite à cela, il lui sera donc indispensable, s'il veut se maintenir sur le territoire français, de procéder à un changement de statut. Ce changement de statut, donc, il peut s'opérer de diverses manières. Soit vous faites un changement de statut d'étudiant à vie privée familiale, dans le cadre d'un PACS, dans le cadre d'un mariage. C'est le changement de statut qu'on rencontre, à mon sens, le moins dans le cadre de nos activités. Ensuite, vous avez l'opportunité de faire un changement de statut à salarié. C'est ce qui est le plus prisé par les étudiants. Ça vous permet d'avoir la possibilité d'avoir un certain confort, un employeur, un salaire en fin d'année, une possibilité ensuite, à terme, de rebondir sur une demande de certificat de résidence pour les ressortissants algériens qui sont ici, ou sur un titre pluriannuel pour ce qui concerne les Tunisiens ou les Marocains ou d'autres nationalités. Mais pour circonscrire le débat aujourd'hui, je pense vu l'auditoire, c'est plutôt algérien, marocain et tunisien. Et à terme, éventuellement, en fonction de chacun, de faire une demande de nationalité française. Voilà, je pense. Voilà. Donc, concernant les étudiants algériens, à terme, s'ils veulent faire un changement de statut d'étudiant à salarié, il leur faut déjà au préalable obtenir, selon les textes de droit, un diplôme ici en France. Voilà, un diplôme ici en France. Obtenir l'aval et l'accord d'un employeur qui accepte de les embaucher. Et il faut réunir un certain nombre de conditions pour que ceux-ci puissent accéder à ce changement de statut. Donc déposer un changement de statut en préfecture, ce n'est pas obligé, 1,5 le SMIC. Pour les ressortissants algériens, je tiens à le signaler, ce n'est pas obligé, ça dépend des conventions collectives. Voilà. Donc ça dépend de tout un chacun, ça dépend de votre formation, du diplôme que vous avez obtenu. En tout cas, moi ce que je peux vous conseiller de prime abord, c'est déjà, notamment pour vous qui êtes ici, c'est quelque chose qui peut vous apparaître clair, c'est lorsque vous faites un changement de statut, il faut qu'il y ait une cohésion entre vos études antérieures, les études que vous avez faites ici et le projet professionnel avec l'emploi que vous allez faire. Il faut, pour le changement de statut, avoir diligenté la procédure d'une manière très très étroite avec votre employeur. Il ne faut pas tout déléguer à votre employeur en disant c'est bon, j'ai trouvé un employeur, ça va se faire, ça va être cool, je vais réussir. Il faut vraiment être au plus près de l'employeur, rédiger l'annonce qui va être publiée normalement sur Pôle emploi ou Cadre emploi, ou en tout cas dans un organisme public, d'une manière assez étroite avec l'employeur pour que l'offre d'emploi puisse calquer au plus, au mieux, à vos aspirations et à vos compétences. Voilà. Donc, Excusez-moi, c'est du copinage là avec l'employeur. Pardon ? C'est du copinage là avec l'employeur, on va lui demander. Alors, on nous parle de copinage. En fait, d'après ce que je comprends, c'est qu'il vous me parlez de copinage, moi je serais plutôt de nature à vous parler de stratégie juridique. Voilà. Vous avez des droits, il faut les prendre, il faut les arracher. Si vous voulez ensuite vous laisser faire,
C'est tout à chacun. On peut parler de copinage, mais quand vous vous retrouvez avec un OQTF, une obligation de quitter le territoire sous 30 jours, vous dites après coup, vous auriez dû quand même réseauter, parler avec votre employeur, rédiger une fiche de poste qui convienne au... Pardon ? Voilà, non, je comprends tout à fait. Mais c'est ce qu'il faut faire. Rédiger une fiche de poste qui corresponde à vos compétences acquises au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Des langues rares que vous maîtrisez, ça dépend. Si vous allez travailler avec des pays du Golfe, si vous allez travailler avec des sociétés qui ont des marchés au Moyen-Orient, au Maghreb, il faut revendiquer, l'assumer, être fier, dire oui, je parle la langue arabe. Oui, j'ai besoin de tel et tel poste, je maîtrise le berbère. Je maîtrise, j'arrive à ménager telle et telle susceptibilité, je connais le marché. La maîtrise de telle et telle langue rare, logiciel informatique. En fait, des stages. Si je comprends bien, ce que vous dites, c'est peut-être de rédiger au préalable une annonce avec toutes ses compétences, et lorsqu'on a rendez-vous notamment à Pôle emploi, ça sera plus facile pour trouver un job qui correspond à notre... Ça sera non seulement plus facile, mais ça sera d'autant plus facile de pouvoir éliminer l'ensemble des candidats qui ne correspondraient pas à votre profil. Donc il faut être fier de ce que vous êtes, il faut se recentrer sur vos compétences exactes, et il faut rédiger cette annonce en vous posant. Pardon ? Non, je vous en prie, on donnera Voilà. On reparlera de ça, si vous voulez, de manière un peu plus interactive, plus tard, avec, je laisserai les questions à l'auditoire, et vous serez libre de poser les questions que vous voulez. Moi, je voudrais juste vous faire, s'il vous reste encore quand même de 3-4 minutes, à part l'amour, où ça peut être plus facile, en fait, c'est le parcours du combattant. Lorsqu'on termine ses études, il faut trouver il faut donc avoir une promesse d'embauche. Aujourd'hui, on est en 2018, c'est un employeur qui nous dit oui, vous, monsieur Kassi Chaban, je vais vous embaucher, c'est quasi impossible. Non, c'est pas quasi impossible, c'est difficile, mais moi on voit tout autour de nous de belles réussites d'étudiants, que ce soit des Marocains, des Tunisiens, chacun dans leur domaine d'activité algérien, qui arrivent à faire des changements de statut dans des postes à responsabilité avec une certaine valeur ajoutée, ou bien également des étudiants, ce qui concerne, pour le cas des Algériens, pour les changements de statut d'étudiants à commerçants, et je tiens à le signaler avant que je l'oublie, pour les étudiants algériens qui souhaitent faire un changement de statut d'étudiant à commerçant, c'est de plein droit. Vous allez peut-être vous faire opposer un détournement de l'objet du visa. Vous allez peut-être vous faire opposer le fait qu'il y ait un agent traitant au niveau de la préfecture qui était mal luné. Vous allez peut-être vous faire opposer une obligation de quitter le territoire français. Mais moi je vous dis, vous allez devant le tribunal. Les tribunaux français sont ce qu'ils sont. Mais lorsque vous vous retrouvez devant un juge, vous leur dites, la convention de 68 a été rédigée de cette manière-là, c'est un droit que nous revendiquons, et les juges français vous donneront gain de cause, je tiens à vous le dire, que ce soit clair et net. Pour les ressortissants marocains ou tunisiens, je tiens à nuancer, c'est un peu plus compliqué, parce qu'ils vous demandent déjà une condition de diplôme. Je vous donne un ordre d'idée, vous êtes ressortissant marocain, vous avez un Master 2 en commerce international, et vous voulez créer une société de nettoyage, un changement de statut à société de nettoyage. Là, ça ne sera pas possible. Vous avez un Master 2 en commerce international, vous voulez monter une boîte de négoce, c'est possible, parce que c'est une activité connexe, complémentaire aux études que vous avez effectuées. Vous avez un Master 1 à Tizi Ouzou, en droit. Vous arrivez à Paris, vous faites une maîtrise de philosophie. Vous faites votre maîtrise, vous la validez, tant mieux, c'est ok. Mais vous dites, non, maintenant, j'ai besoin d'un job, j'ai besoin de me maintenir sur le territoire français, c'est en ces termes, monsieur, voilà, et je le dis ouvertement, voilà, parce que les frontières qui ont été ouvertes aux pays de l'Union européenne, ce sont avec les mêmes briques du mur de Berlin avec les mêmes briques qu'ils ont dressées dans la Méditerranée, pour limiter l'immigration des gens venant d'Afrique, voilà. Alors qu'avec les ressortissants polonais, les ressortissants roumains, il n'y a aucun problème. Et effectivement, un employeur, il sera beaucoup plus enclin à prendre un ressortissant polonais, un roumain, ou même un ukrainien, maintenant ça se voit, il n'y a pas besoin de visa, que de prendre un ressortissant algérien ou marocain. Pour les Algériens, pour les étudiants, c'est un peu plus compliqué. Il faut demander une autorisation de travail,
Le temps de travail il est réduit à 50% de la durée légale. Pour un ressortissant tunisien ou marocain, c'est plus simple. Absence d'autorisation de travail et durée du temps de travail à 60%. Donc c'est un désavantage pour les ressortissants algériens et tunisiens, marocains et tunisiens, pardon. Et également, je tenais à le signaler, il y avait la demoiselle de l'UNEF qui intervenait tout à l'heure, au niveau du titre de séjour pluriannuel. Effectivement, les Tunisiens et les Marocains peuvent en profiter, chose dont les Algériens sont exclus. Néanmoins, il faut savoir que le titre de séjour pluriannuel, il vous est accordé, mais il peut vous être retiré également à tout instant. Ça, c'est une chose. C'est un bien. Il y a un bien dans un mal. En revanche, dans le cadre des étudiants algériens également, vous avez la possibilité de solliciter, quand vous aurez effectué votre changement de statut à commerçant ou à salarié, un certificat de résidence de 10 ans, comme le prévoit la Convention de 68, qui, à l'heure actuelle, il y a une volonté de la part de la France de la modifier pour l'aligner sur le statut de droit commun, qui peut être, à plusieurs égards, je le dis bien, défavorable pour les étudiants algériens. Il y a certains points à modifier, mais quand on renégocie, elle peut être défavorable. Je vous le dis. Voilà. Je vous le dis, notamment pour le changement de statut d'étudiant à commerçant. Effectivement, on pourra la nier, madame, je vois que vous êtes assez... ça peut vous concerner. Pour la durée du temps de travail, je suis d'accord avec vous. Vous arrivez et vous avez 50% de durée de temps de travail, je voulais en avoir plus. C'est vrai que c'est un des inconvénients qui est imposé par la Convention de 68, du 27 décembre 68, modifiée, régissant les conditions d'installation et de travail pour les ressortissants algériens. Néanmoins, ce sur quoi je voulais insister, c'est que pour les changements de statut d'étudiants à commerçants, pour les Algériens, donc, n'hésitez pas, c'est de plein droit. La préfecture ne vous donnera pas ce droit. Mais il ne faut pas hésiter à attaquer en justice, que ce soit sur le plan du référé ou sur le fond, intenter de procédure. Et préparer en amont, bien avant de venir en France, votre projet d'études pour que celui-ci soit en adéquation avec ce que vous avez fait dans votre pays respectif, ce que vous allez faire en France et la manière dont vous allez pouvoir vous insérer professionnellement, que ce soit par le biais d'un changement de statut d'étudiant à salarié ou par le biais d'un changement de statut d'étudiant à commerçant. Voilà. En tout cas, d'après ce que vous dites, c'est très difficile lorsqu'on est étudiant à obtenir notamment ce statut pour passer commerçant, mais je trouve qu'il y a une incohérence. Peut-être votre avis là-dessus, il y a une incohérence. Chaque année, la France augmente son nombre d'étudiants algériens. Là, on passe, je crois, de 15% en plus sur les 2-3 dernières années, mais à la fois, on accepte plus d'étudiants, mais à la fois, ça devient de plus en plus compliqué de les garder pour travailler, et même, apparemment, d'après ce que vous dites, lorsque c'est légal, c'est officiel, il faut quand même passer par le tribunal. Je trouve qu'il y a une incohérence. C'est la France qui est incohérente, c'est votre avis peut-être là-dessus? Non, si vous voulez, il y a un jeu ambivalent entre les autorités françaises et les autorités algériennes. Les étudiants qui se retrouvent ici, c'est que forcément, il n'y a pas eu une place pour eux dans leur pays respectif. Voilà. Si un ingénieur informaticien, pour qu'il puisse bosser pour 300 €, bien qu'il ait l'amour de sa patrie, je ne pense pas qu'il va rester en Algérie pour bosser pour 300 €. Alors qu'il a la possibilité, on le voit notamment avec les ressortissants tunisiens, qui sont hyper bien formés sur le plan de l'informatique. Je sais qu'on a des ressortissants tunisiens qui travaillent chez nous, dans notre société. Et voilà, il y a des conditions de travail qui ne sont pas offertes dans le pays d'origine. Vous pouvez les arracher ici en France, vous pouvez progresser, vous former, aller de l'avant. Après, moi, je n'ai pas d'avis à donner sur ce point de vue. En tout cas, on ne garde pas spécialement. Enfin, lorsqu'on passe de statut à commerçant, apparemment, c'est légal, mais c'est compliqué. C'est légal, mais c'est compliqué, effectivement. Parce qu'il y a un privilège qui est donné déjà aux personnes installées légalement sur le territoire français ou qui ont déjà une résidence pour pouvoir... on regarde déjà s'il y a la main-d'œuvre disponible sur le territoire français avant de pouvoir embaucher une personne qui vient d'un pays extra hors Union européenne. Dernière question en 30 secondes. Est-ce qu'on a les chiffres je ne voudrais pas vous donner des espérances, qu'on a des chiffres d'étudiants comme ça qui ont étudié, qui malheureusement doivent partir, sont dans l'obligation de partir pour ces raisons-là en tout cas. Vous qui êtes là pour défendre les droits, est-ce que vraiment on a
Très personnellement, il y a beaucoup d'OQTF qui sont rendus. L'OQTF, il est rendu uniquement si la procédure qui a été menée, elle n'a pas été scrupuleusement observée. OQTF, c'est obligation de quitter le territoire français, c'est une expulsion globalement. Mais pour connaître des étudiants qui repartent de leur propre gré en Algérie, au Maroc, en Algérie, pour ce qui est du gros de lot des étudiants avec lesquels on a le plaisir de travailler, moi je ne connais pas à ma connaissance. Merci Samir Gagouz, on vous retrouvera tout à l'heure. Je pense que vous allez être pas mal interpellé. C'est à vous donc, Abderrahim Moussaba, je rappelle bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue une nouvelle fois. Vous êtes doctorant chercheur à l'Université Paris 13, on vous écoute. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Pour moi, c'est un plaisir de me retrouver parmi vous, parmi des gens de ma communauté algérienne et bien sûr d'autres des étudiants éventuellement ou de ceux qui veulent faire leur changement de statut. Là, mon intervention va prendre une autre dimension différente de celle des deux premières. Va prendre une dimension plutôt pédagogique. Donc, ça consiste à poursuivre des études en doctorat. Poursuivre des études en doctorat avec un point d'interrogation, on peut déjà avoir une réponse en disant oui, c'est possible. Après, il y a un certain nombre de questions qui vont avec. Comment faire un doctorat? Comment s'inscrire? Comment trouver un financement? Existe-t-il des programmes de financement? Quelles sont les conditions pour s'inscrire en thèse, etc. Je vais axer mon intervention sur 3 points principaux qui sont le fonctionnement du doctorat en France, comment s'inscrire en doctorat, les moyens du financement, et puis, si vous voulez, après l'intervention, on passera à quelques questions, si vous voulez. Le fonctionnement du doctorat en France. Donc, c'est une formation par la recherche dans un laboratoire de recherche, et puis elle est organisée, ce doctorat est organisé par l'une des 270 écoles doctorales que connaît le territoire français, et c'est un travail qui est couronné par une soutenance de thèse devant un jury. Thèse ou doctorat. On est souvent confronté à cette confusion entre thèse et doctorat. Je suis thésard, je suis doctorant, je fais une thèse, je fais un doctorat. Les deux, on peut dire que c'est la même chose, sauf que la thèse est le déroulement d'un doctorat et à la fin, on obtient ce diplôme. Donc, le doctorat, c'est le diplôme que l'on obtient à l'issue d'un travail de thèse. Donc, une thèse fait avancer la recherche dans votre domaine, élaborer des savoirs scientifiques inédits et originaux. Et le doctorat vous permet de vous positionner dans votre domaine, préparer votre avenir professionnel, être un acteur de votre environnement. Ou faire son doctorat. Le doctorat est un diplôme qui se prépare dans toutes les universités ainsi que dans la plupart des grandes écoles d'ingénieurs, du management et même d'art, qui sont généralement associées avec une université. Le doctorat s'obtient au bout de 3 ans, plutôt en sciences exactes, et au bout de 6 ans maximum quand il s'agit des sciences humaines et sociales. Il se déroule dans un laboratoire de recherche, enfin naturellement dans un laboratoire de recherche encadré par un directeur de thèse. Le rôle de l'école doctorale, donc le doctorat est organisé par des écoles doctorales. Les 270 écoles doctorales en France sont rattachées à plus de 2500 laboratoires, puisque les laboratoires de recherche, ils naissent comme des champignons. Chaque école doctorale fédère plusieurs laboratoires de recherche. Je prends l'exemple de l'école doctorale Erasme à Paris 13. Elle fédère une quinzaine de laboratoires allant des études de langue, linguistique jusqu'aux sciences économiques. Ce sont les écoles doctorales qui organisent et encadrent les activités des doctorants, notamment les formations complémentaires en méthodologie, communication, rédaction d'articles scientifiques, création d'entreprises, propriété intellectuelle, etc. Ces formations complémentaires correspondent à environ 150 heures de cours réparties sur la durée totale du doctorat. Cette notion de 150 heures de cours, je l'ai trouvée dans le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sachant que ça fait partie des modalités de validation des acquis. Et si je prends toujours l'exemple de Erasme à Paris 13,
ça ne se compte pas en termes d'heures, mais en termes de CTS. Ce sont les crédits que l'on valide durant son doctorat. C'est 100 crédits pour la rédaction du mémoire de thèse et 80 crédits quand on valide des activités doctorales et des activités de recherche. Les écoles doctorales organisent votre inscription au doctorat. Elles organisent aussi, en collaboration avec votre directeur de thèse, le suivi de l'avancement de votre travail. Bon, là pour le moment, j'en parle superficiellement, mais je vais parler de la façon de trouver un directeur de thèse, un laboratoire pour mener sa recherche. Les différents types de doctorats, nous avons déjà le doctorat simple, donc c'est un doctorat qui se déroule le plus normalement du monde, entre 3 et 6 ans, en fonction de la discipline et en fonction des critères définis par les écoles doctorales ou les collèges d'écoles doctorales. L'inscription et la soutenance de thèse ont lieu dans un seul établissement et la thèse est réalisée sous la direction d'un seul directeur de recherche. On parle du doctorat en codirection. Le doctorat en codirection signifie que vous aurez 2 directeurs de thèse, principalement un professeur-chercheur ou un HDR, ce qu'on appelle habilité à diriger des recherches. En deçà de HDR, on ne peut pas, si on n'est pas HDR, on ne peut pas diriger un doctorat, une thèse. Un directeur de thèse dans un laboratoire principal, dans l'établissement dans lequel vous êtes inscrit, et un autre directeur de thèse qui n'est pas obligé d'être HDR, parce que le directeur principal et professeur, vous pouvez être co-encadré par un maître de camp. L'inscription et la soutenance de la thèse ont lieu uniquement dans l'établissement du directeur de thèse principal, ce qui signifie que vous obtiendrez le diplôme de cette université. On passe au doctorat en co-tutelle. Ce type de doctorat engage 2 établissements, 2 universités différentes. Il permet de recevoir un diplôme de chacune des 2 universités, des 2 directeurs de thèse. Parfois, on peut avoir 2 diplômes différents, un diplôme qui émane de chaque université, sinon, on peut avoir un seul diplôme dans lequel sont mentionnées les 2 universités. Nous avons également le doctorat en entreprise. Peut-être ça intéresserait des étudiants en sciences exactes, etc. Ce qu'on appelle CIFRE. C'est un doctorat qui répond au dispositif CIFRE, Convention industrielle de formation par la recherche. Il permet de faire son doctorat dans une entreprise en lien avec une université publique. Et enfin, le doctorat européen conjoint. C'est un dispositif européen, ça s'appelle le DEC. Le doctorat européen conjoint ou European Joint Doctorate a été mis en place par Horizon 2020, programme de financement de la recherche et de l'innovation de l'Union européenne 2014-2020 dans le cadre des actions de Marie Curie. Ouvert à tous les étudiants étrangers, il permet de bénéficier pour un doctorat de 3 ans. Ce doctorat s'effectue au sein de 3 établissements européens, dans 3 pays différents. Ça veut dire, s'il n'y a pas 3 établissements qui vous prennent en charge, on ne peut pas parler du doctorat européen conjoint. Il faut qu'il y ait minimum 3 établissements. Comment s'inscrire en doctorat? Il faut d'abord trouver un sujet de thèse, ensuite le proposer à un directeur de thèse, donc un spécialiste dans le domaine, qui l'accepterait, sachant que ça doit être inclus dans son domaine de recherche, avant de pouvoir vous inscrire. Il faudra aussi que l'école doctorale accepte votre inscription. Chose que j'ai faite moi-même en 2014, quand je me suis inscrit. J'ai commencé mes démarches auprès de mon directeur de thèse en mois de janvier. On a élaboré un sujet de thèse ensemble, on l'a peaufiné vers la fin, et puis j'ai été auditionné par l'université au sein de l'école doctorale, et j'ai obtenu un contrat doctoral. Pour entrer en première année de doctorat, il vous faudra être titulaire d'un diplôme de master ou équivalent. C'est donc dans le courant de votre 2e année de master qu'il faut commencer à chercher son doctorat, à partir du mois de janvier à peu près. Dans les sciences exactes, physique, chimie, mathématiques, biologie, etc., vous avez besoin d'un financement pour pouvoir vous inscrire. Donc le financement est obligatoire. Et si je prends l'exemple de l'école doctorale Galilée à Paris 13, différemment des autres écoles doctorales qui relèvent des domaines des sciences humaines et sociales, à l'école doctorale Galilée, si on n'a pas de financement, on ne peut pas s'inscrire. Et principalement, les financements, c'est ce qu'on appelle un contrat doctoral. En sciences humaines et sociales, dans certains cas, vous pouvez vous inscrire sans financement,
renseignez-vous auprès de l'école doctorale. Vous trouverez cette information sur la page descriptive de chaque école doctorale. Ce n'est pas le financement des frais d'inscription, qui sont à hauteur de 391 €, mais pour des frais de vie, pour financer sa thèse, ses voyages, etc. Pour les étrangers, la première question à se poser, est-ce que mon gouvernement, mon université, a un programme spécifique pour financer mon doctorat en France? Si c'est le cas, c'est souvent la meilleure solution pour venir effectuer son doctorat. Cela existe pour le Mexique, la Chine, le Pakistan, etc. Une partie des doctorats sont financés par les universités françaises d'accueil. Quand je parle d'universités françaises d'accueil, c'est pas forcément d'un point de vue étranger, je viens d'Algérie pour faire mon doctorat. Une université française d'accueil, ça peut être une université d'accueil même pour les Français. On parle d'accueil scientifique de recherche. Sous la forme d'un contrat doctoral, qui est un contrat de travail d'une durée de 3 ans, ou sous la forme d'autres contrats de travail. Je vous donne par exemple, j'avais des collègues à Paris 13 qui n'avaient pas de financement doctoral, qui n'avaient pas de contrat doctoral, mais au laboratoire lexique, dictionnaire et informatique, parfois il y avait des recherches qui prennent 6 mois, 8 mois, et ils étaient embauchés, enfin pas embauchés, mais on les mettait comme des stagiaires, pour qu'ils aient un financement durant une certaine période. Trouver un directeur de thèse. Donc, si vous souhaitez faire un doctorat en sciences exactes, il est inutile, en sciences exactes je parle, il est inutile de préparer un projet de recherche et ensuite d'essayer d'identifier un chercheur dans un laboratoire. Il faut directement postuler à des sujets qui sont déjà postés par les chercheurs eux-mêmes ou par des équipes d'accueil, des laboratoires de biologie, chimie, physique, parce que ça doit répondre en fonction des besoins de l'équipe de recherche. Il y a 2 types de sujets. Les sujets déjà financés par l'établissement d'accueil, donc dans ce cas, ils proposent des contrats, et des sujets sur lesquels vous devez avoir votre propre financement. Donc, vous allez chercher un moyen de vous faire une bourse. Dès que vous aurez trouvé un sujet qui vous intéresse, vous n'avez plus qu'à contacter le chercheur, le laboratoire ou l'école doctorale qui a posté le sujet. Donc, je crois qu'on pourra facilement trouver sur Internet des équipes de recherche, des laboratoires, des écoles doctorales qui proposent des sujets déjà préparés. Ils disent, voilà, on cherche un doctorant dans tel domaine qui veut faire cette recherche pendant de 3 à 6 ans. Si vous souhaitez faire un doctorat en sciences sociales, sciences humaines et sociales, il faut tenir compte des conseils des professeurs qui sont spécialistes du domaine et consulter des plateformes dédiées à des propositions de sujets de thèse. Si vous ne trouvez rien qui vous convienne, il vous faut préparer un sujet de recherche que vous enverrez à un chercheur, chose que j'ai faite en début 2014. Et après avoir trouvé un directeur de thèse, il faut que l'école doctorale valide tout cela pour que vous puissiez vous inscrire en doctorat. Si le financement est requis par l'école doctorale, il faudra le valider avant de pouvoir vous inscrire. Parce que il y a des écoles doctorales qui n'acceptent pas d'inscription si le doctorant n'a pas de financement. Parfois, ils disent, quel que soit le travail que vous faites, l'essentiel qu'il y ait un financement pour la personne, pour le chercheur. Les frais annuels d'inscription au doctorat sont de 391 €, même si vous avez un contrat doctoral, un contrat doctoral avec un salaire, c'est les frais d'inscription, on les donne, on les fait. Plus, cette année, apparemment, pour les nouveaux étudiants, même pour les anciens, il y a eu la mise en place d'un dispositif qui s'appelle CEVEC, c'est la vie universitaire. Comment financer son doctorat? Il est fréquent de devoir trouver un financement pour s'inscrire en doctorat, en fonction de votre situation, votre établissement d'accueil, votre pays d'origine, une entreprise ou l'Union européenne peuvent financer votre projet de recherche. Quelques outils intéressants pour chercher un financement. Avant de chercher un financement doctoral, vérifiez si l'école doctorale qui vous intéresse exige un taux de financement minimum. C'est surtout le cas lorsque vous suivez des études en sciences exactes. Le cas que j'avais soulevé tout à l'heure de l'école Galilée. Ensuite, votre doctorat peut être financé par
un établissement d'accueil par une entreprise ou par votre pays. Je vais aller dans les détails, puisqu'il y a 5 ou 6 types de financement, je vais les exposer. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'association Landes. Landes, c'est l'association nationale des docteurs qui publie chaque année un guide du financement des doctorats, dans lequel vous trouverez davantage d'informations à propos du financement de votre thèse. Les doctorats financés par votre établissement d'accueil. Donc, vous avez d'abord le financement par un contrat doctoral. Votre école doctorale finance votre doctorat à hauteur de 1 400 € par mois pendant 3 ans. Ça pourrait être renouvelable pour 1 ou 2 ans, mais les conditions sont vraiment, c'est vraiment difficile pour en avoir une année en plus. Il y a le financement sur contrat d'organisme de recherche. Votre organisme de recherche, CNES, CNRS, CEA, etc., finance votre doctorat à hauteur de 1 500 € net par mois. Et puis, le financement sur contrat lié à un projet financé par l'Agence nationale de recherche, l'ANR, à hauteur de 1 400 1 500 € par mois. Il y a un autre dispositif à terre, c'est attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Ça concerne davantage les doctorants en fin de thèse qui vont soutenir ou qui ont déjà... pardon. C'est pas un financement parce qu'on ne peut pas faire sa thèse et enseigner en même temps. Oui, on peut le faire. C'est trop dur de faire les deux. Il y a un quota d'heures qui est énorme pour enseigner une thèse. Oui, je suis d'accord, parce que le temps que l'on doit accorder à la recherche est précieux, mais parfois il y a des dispositifs, comme si par exemple on prend un contrat doctoral, je vais en parler, il y a des contrats doctoraux avec mission d'enseignement et des contrats doctoraux sans mission d'enseignement. Après, je connais des collègues qui avaient un contrat doctoral avec mission d'enseignement, au bout d'une année, ils ont changé de statut. C'est devenu un contrat doctoral sans mission d'enseignement parce qu'ils se sont rendus compte que le temps qu'ils devaient donner à la recherche est plus important. Les internes sont directement recrutés par les universités. C'est pas facile. Il y a des doctorats financés par le pays d'origine. Là, je parle des étudiants, des doctorants qui viennent de l'étranger et qui peuvent avoir un financement. J'ai pris quelques cas. Certains pays ont mis en place des programmes de financement de doctorat comme les bourses qu'on a cité au Mexique, le programme Profasp, peut-être que ça intéresserait certains, Profasp plus en Algérie, ou encore le programme de la Commission pour l'éducation supérieure au Pakistan. Le montant des bourses varie en fonction des pays qui les octroient. Dans tous les cas, vérifiez auprès de votre école doctorale. Donc là, peut-être je m'adresse à des étudiants ou à des doctorants qui viennent de l'étranger. Sinon, le laboratoire d'accueil devra trouver un complément de financement pour votre poste. Dans cette perspective, une convention d'accueil est exigée au niveau de la préfecture. Par ailleurs, certains établissements français disposent de 50% du financement pour un doctorat et cherchent des partenaires disposés à payer les 50% qui restent. Nous avons également les doctorats financés par une entreprise, en partenariat avec l'Association nationale de la recherche et de la technologie. Le dispositif CIFRE, qu'on appelle Convention industrielle de formation par la recherche, permet à de jeunes chercheurs d'être embauchés par une entreprise ou une collectivité territoriale, disons, publique, pour conduire leur recherche, en lien avec une équipe universitaire. Il y a des doctorats financés par l'Union européenne, donc ça pourrait intéresser bien sûr certains. C'est un dispositif mis en place dans le cadre des actions Marie Curie, le doctorat européen conjoint. Il permet de bénéficier d'un financement de 3 ans, 36 mois. Il s'adresse aux étudiants étrangers qui sont inscrits en doctorat au sein d'un établissement d'enseignement supérieur européen qui est membre d'un groupe d'au moins 3 établissements. Pour conclure, faire un doctorat en France, c'est une opportunité, entre autres. On passera tout à l'heure, si vous voulez, à des questions, puisque j'ai d'autres éléments. Donc c'est une opportunité qui vous permettra de vous positionner dans votre domaine de recherche, parce que quand on fait une thèse, ce que je disais tout à l'heure, on peut faire une thèse. Je préparais ma soutenance de Master 2 en 2014. J'étais dans une salle, à côté de la salle où la soutenance était prévue. Il y avait un prof qui venait.
Il avait un cours, il me disait, vous faites quoi? Je lui ai dit, voilà, je prépare ma soutenance de master. Il m'a dit, ah, vous faites une thèse. Je lui ai dit, non, je fais un master, pas une thèse. Il me dit, non, vous faites une petite thèse. Donc la thèse, c'est le travail que l'on mène durant son cursus de doctorat. Et le doctorat, c'est le diplôme obtenu à l'issue de sa formation. Il faut tenir compte des conditions, des modalités, des étapes d'inscription, sujet de recherche, directeur de thèse, laboratoire d'accueil, école doctorale, etc. Et des modes de validation, sachant que les modes de validation première, deuxième, troisième, quatrième année changent d'une université à une autre. Je rappelle qu'à Paris 13, par exemple, l'école doctorale Erasme, le fonctionnement ou la validation de l'année, ça change d'une année à une autre. Bien sûr, c'est pas stable, mais il y a des ECTS à valider, des crédits, il y a des publications à faire, il y a des conférences auxquelles on doit assister, voilà, il y a pas mal c'est des modalités de validation. Et puis il faut tenir compte des différents types de doctorats et des différents moyens de financement, sachant que, je rappelle que si par exemple on est candidat à un contrat doctoral et que l'on n'est pas qu'on n'est pas accepté, c'est pas la fin du monde, il y a d'autres dispositifs de financement. J'ai eu un collègue qui a postulé à un contrat doctoral en 2014, il n'a pas eu le contrat doctoral. 2 mois après, je le rencontre, il me dit « Ma thèse est financée par le ministère des Affaires étrangères », sachant qu'il travaille sur le français langue étrangère. Donc il peut y avoir pas mal de dispositifs de financement de thèse de doctorat. Ne pas choisir votre formation par défaut, ce qui pourrait être problématique, c'est de se dire au début, l'essentiel pour moi, c'est de faire une thèse de doctorat, c'est de faire un doctorat, et à mi-chemin, on se retrouve face à des problèmes théoriques, face à des problèmes de financement, face à des problèmes on ne trouve plus d'issue. Je connais pas mal de cas, donc c'est pour cela que si vous voulez vraiment faire une thèse de doctorat, il ne faut jamais choisir votre thème par défaut. Construire votre programme de formation sur la durée du doctorat. Donc il faut avoir un programme bien construit, cohérent et qui correspond aux 3 ou aux 4, 5 années du mémoire, du doctorat. Avec votre directeur de thèse, bien sûr, il ne faut pas le perdre de vue, parce que parfois il y en a des directeurs de thèse qui n'ont plus ils font plus de signes. En tenant compte de vos besoins par rapport à votre projet scientifique et professionnel, vos intérêts et vos goûts mobilisables dans le doctorat, vos perspectives professionnelles post-doctorales. Donc la formation doctorale est une chance et non une contrainte, saisissez-la. Voilà quelques références sur lesquelles je me suis basé pour avoir quelques éléments d'information. Il y a le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le site de l'Université Paris 13, le site Campus France, École doctorale Erasme, la Sorbonne Paris-Cité, le campus Condorcet. Merci. Les étudiants qui souhaitent se diriger vers une formation doctorale? Pas encore. Ce sont des choses, il y a pas mal de jeunes ce soir, mais ce sont aussi des choses qui mûrissent avec le temps. Je voudrais saluer la présence de Jean Taquet. Merci de vous être libéré pour nous rejoindre après. Je sais que votre journée a été chargée. Jean Taquet, c'est à vous. Vous êtes donc consultant en immigration, juriste français, et vous êtes membre honoraire au barreau américain. C'est à vous. Et bonsoir, et puis d'abord merci que je sois ici. J'ai envie de prendre les 2 sujets qu'on m'a donnés, c'est-à-dire le changement de statut d'étudiant à salarié et d'étudiant à commerçant, et j'ai envie de prendre le problème par le petit bout de la lorgnette. Je vais m'expliquer quand je dis ça. Il faut comprendre une chose, c'est que l'opposabilité de la situation de l'emploi